d'abord excuser Guillaume Tavier qui ne peut pas être présent ce soir pour des raisons professionnelles. Alors, le premier point, alors, oui, tout d'abord, est-ce qu'il y a des remarques par rapport au procès-verbal du précédent conseil? Oui, une remarque. Simplement, pour rappeler à chacun, vous avez envoyé le point par rapport au règlement d'octroi de subvention au club sportif, puisque du CA et la commission des sports qui a eu lieu 3 jours après le conseil, on a envoyé la décision du conseil, mais sans les justificatifs de l'abstention, de notre abstention. Donc voilà, ce serait quand même opportun de pouvoir en tout cas réenvoyer le PV comme il est inscrit comme ici à la CEP. Puisqu'on en est. Vous l'envoyez qui au club en PV pour le PV du comité sportif. Du centre sportif. On a inséré la décision du conseil, mais sans les explications. Voilà, le premier point à l'ordre du jour, c'est le PST, donc le Programme Stratégique Transversal. C'est vraiment un document très important de la législature. C'est imposé maintenant par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. C'est d'ailleurs un processus qui nous tenait fort à cœur, parce que c'est un document qui nous permet de voir quelles sont les lignes directrices que le collège souhaite donner à l'administration. Donc ce document a été préparé de manière vraiment très très sérieuse et a été élaboré en grande concertation, Charlotte va le dire d'ailleurs, avec l'administration, puisque des groupes de travail ont été mis sur pied avec la présence chaque fois d'un membre du collège. Donc je propose, parce que c'est vraiment un document de quand même plusieurs dizaines de pages, moi je propose de procéder comme ceci. Charlotte va présenter de manière générale la manière dont on a fonctionné et les objectifs du PST. Ensuite, je prendrai la parole et puis nous examinerons peut-être ensemble, qui sera projeté à l'écran, chacun des objectifs stratégiques. Et puis alors je vous céderai la parole au fur et à mesure pour que ce soit interactif si vous avez des questions sur l'une ou l'autre action et les échevins et les présidents de CPAS qui souhaitent réagir, voilà, répondront aux questions que vous soumettrez, si questions il y a. On peut procéder comme ça. Donc voilà, Charlotte, je propose que tu présentes le processus, méthodologie, etc. Voilà, bonsoir, c'est pas souvent que je prends la parole en séance de conseil communal, donc je vais essayer de faire plus clair possible, parce que c'est pas rare. Alors, pour introduire un peu le sujet, donc le programme stratégique transversal, c'est un outil de gouvernance. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que le programme stratégique transversal qu'on a mis en place ici avec la commune et CPS est défini par le Code comme un outil de gouvernance pluriannuel qui prendra donc la stratégie qui est développée par le collège, le conseil de l'action sociale, pour atteindre les objectifs stratégiques qui s'est fixés. Donc il s'agit bien ici d'un outil de gouvernance. Cette stratégie, qui reprend des objectifs stratégiques, va se traduire par des choix d'objectifs opérationnels et des actions. C'est donc un programme, parce qu'on va y trouver un ensemble de choses qu'on va planifier de faire, un ensemble de projets ou d'intentions d'action. Il est transversal parce qu'on a vraiment voulu qu'il concerne toute l'activité communale et du CPAS. Il est transversal parce qu'il a impliqué autant l'autorité politique que l'administration. On a vraiment impliqué l'administration dans tout le processus. Et il se veut transversal parce qu'on a tenté d'impliquer aussi les partenaires dans ce programme stratégique transversal. Il est stratégique parce que forcément c'est une vision sur le long terme. Il présente la vision politique sur 6 mois, 6 ans et voilà, peut-être plus. Parce qu'on inscrit dans le document, comme je l'ai déjà dit, des objectifs stratégiques, opérationnels, des actions et par la suite des indicateurs. Donc il ne va pas se contenter d'exprimer la stratégie communale, mais on va vraiment décliner de façon à ce qu'un lien se crée entre le mandataire et l'administration pour fonctionner dans le même sens avec une feuille de route unique. On a vraiment essayé aussi dans ce programme stratégique transversal d'avoir une stratégie cohérente du territoire et donc on a opté pour une stratégie identique pour la commune et CPS et on a vraiment essayé de travailler ensemble.
qui seront plus portées par la commune et il y a des actions qui seront plus portées par les CPS. Et puis il y en a d'autres qu'on portera ensemble. Je pense plus particulièrement au volet interne, où là, il sera porté vraiment par les deux administrations, puisque ce sont des objectifs qu'on se fixe ensemble. Comme l'a dit Benoît, c'est vraiment une construction collaborative. Parce que c'est un outil de gouvernance qui reprend la stratégie qui est développée par le collège communal, puisqu'au départ, il sort vraiment de la déclaration de politique communale. Mais il repose sur une réelle collaboration qu'on essaie de mettre en place entre le collège, la présidente du CPS et l'administration, avec autant communal que du CPS. Le collège communal a fixé 6 objectifs stratégiques, que vous pouvez voir au niveau du plan stratégique transversal, et 6 groupes de travail se sont mis en place au sein de l'administration. Dans chaque groupe de travail, on a pu retrouver autant du personnel communal que du personnel CPS. Quand je parle du personnel communal, c'est autant le personnel d'entretien que le personnel administratif, que le personnel immobilier, que le personnel des services extérieurs. On a vraiment essayé de mêler tout le monde. Et il y avait également un ou plusieurs membres du collège dans le groupe de travail pour essayer de questionner, de discuter justement des objectifs opérationnels et des actions qui pourraient être mises en place dans cet objectif stratégique afin d'impliquer le personnel et que ces objectifs opérationnels et ces actions soient aussi concrètes et réalisables, faisables et qu'on s'en imprègne également. Donc, chaque groupe de travail s'est réuni 3 fois pendant une heure et demie pour vraiment discuter de l'objectif stratégique et arriver à quelque chose de fini. Une fois que ces 3 séances étaient finies, on a mis en place le comité de pilotage qui lui a été composé de la ligne hiérarchique et du collège communal pour affiner cette base de travail qui était quand même assez volumineuse et assez lourde puisque forcément c'était le résultat de discussions en interne et avec le collège communal. Et nous avons pu aboutir au PST que vous pouvez lire. Il se veut également transversal. Parce qu'on n'a pas du tout réfléchi le PST comme un plan en plus de ce qui existait déjà au sein de l'administration communale. On a vraiment voulu fédérer les plans et les programmes qui existaient déjà sur notre territoire. Donc on a souhaité faire des liens avec le PCDR, donc le plan communal de développement du travail, avec le plan de cohésion sociale, avec le plan d'investissement communal, avec le plan d'action énergie durable, avec la déclaration de politique du logement qui vous sera présentée juste après, ou encore le plan d'urgence. On a vraiment voulu fédérer l'ensemble et pas rajouter une couche à l'ensemble de notre travail. Vous avez pu observer aussi, et vous observerez, il y a 2 volets dans le plan stratégique transversal. Il y a d'abord un volet interne, qui est le volet administration générale, qui lui vise à améliorer notre organisation interne et optimaliser le fonctionnement de la commune et du CPS. Et puis après, il y a le volet externe qui là concerne vraiment le développement des politiques communales. Alors au niveau du contenu, vous ne retrouvez pas nécessairement dans le programme stratégique transversal tous les champs de compétences de la commune, puisque notre programme stratégique transversal ne reprend pas nos missions régaliennes et les actions qu'on mène déjà. On a vraiment voulu qu'il soit une augmentation continue et donc ce sont des choses qu'on ne faisait pas, ou alors qu'on vient de démarrer mais on n'a pas reçu des actions qu'on faisait déjà dans le passé. C'est pas pour ça qu'on va les ignorer. On sait qu'elles sont là et qu'elles nécessitent un travail quotidien, mais ce sont des choses qu'on veut mettre en place en plus pour l'aider au quotidien. Voilà, merci Charlotte. Donc, on va d'abord parler du volet externe et ensuite donc, Charlotte reprendra la parole pour présenter le volet interne à l'administration. Alors en ce qui concerne, rappelez encore une fois, je vais pas taper sur le clou, mais l'administration a vraiment été associée à l'élaboration de ce document. Donc il y a eu plus de quasiment 20 réunions, donc une trentaine d'heures de travail en interne. Et c'est vraiment spécifique à notre manière de travailler parce que je vois que dans d'autres communes, ça ne s'est pas pratiqué de cette manière-là. C'est plutôt le comité de direction, donc à savoir le directeur général, le collège et les chefs de service qui ont élaboré le document. Ici, ce sont les agents eux-mêmes qui ont été associés donc, à l'élaboration de ce travail. En sachant quand même, évidemment, que c'est le collège qui, dès le départ, avait affixé les objectifs stratégiques, les 6 objectifs stratégiques dont on va parler après. D'ailleurs, ces 6 objectifs stratégiques, on ne les a pas inventés nulle part, c'est ceux, si vous avez bien lu le document, que l'on retrouve dans la déclaration de politique générale qui a déjà été présentée il y a quelques mois et qui se retrouvait d'ailleurs dans notre programme électoral. Donc il y a une certaine cohérence évidemment entre tous ces documents.
Objectif stratégique numéro 1, donc être une commune bien gérée. Et cet objectif stratégique se décline en 4 objectifs opérationnels que vous retrouvez ici derrière moi. Donc le premier, c'est une gestion financière maîtrisée. Je vous propose peut-être que vous regardiez les actions pour ne pas alourdir. Et je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-ci. Question plus générale. Réflexion, pas de Parfait. à la fin. D'accord. La sauce. Est-ce qu'un échevin peut-être souhaite voilà. L'objectif opérationnel numéro 2, c'est meilleur fonctionnement des services communaux. Arrêtez-moi si vous avez des remarques. Je ne vais pas de nouveau citer les actions. Troisième objectif opérationnel, une dynamique participative. Et numéro 4, améliorer la communication externe. Dans l'objectif stratégique numéro 2, fixé par le collège, une commune attractive et accessible, qui se décline également ici en 4 objectifs opérationnels, à savoir veiller au développement d'un aménagement territorial intégré, rationnel et cohérent. Deuxièmement, une politique de mobilité en lien avec l'aménagement territorial, en ce compris la mobilité douce. Troisièmement, une politique active en matière de logement. Quatrièmement, optimiser les services existants. 4 questions sur les actions à ce stade-ci. Objectif stratégique numéro 3, être une commune compétitive. Et donc il se décline en 3 objectifs opérationnels. 1. Élaborer une stratégie de développement économique, en ce compris l'économie circulaire. Vous voyez les actions qui en découlent. 2. Attirer de nouvelles entreprises par le développement d'infrastructures et d'aide à l'installation. 3. Faire du tourisme un levier de développement économique. Voilà, l'objectif stratégique numéro 4. Être une commune durable et bien entretenue, qui se décline en 4 objectifs opérationnels. Le premier, opérationnaliser la Convention des maires et le PAED sur le territoire. Le deuxième objectif opérationnel, valoriser et protéger les ressources naturelles. Troisième objectif opérationnel, élaborer et mettre en œuvre une stratégie de propreté publique. Quatrièmement, optimiser l'entretien des bâtiments, des espaces communaux, des voiries. Alors l'objectif stratégique numéro 5, être une commune solidaire, avec également ici 4 objectifs opérationnels. Redynamiser les services sociaux existants. 2. Favoriser l'insertion socio-professionnelle. 3. Soutenir des actions qui permettent l'accès aux services. 4. Développer une politique d'accès à la santé. Et le 6e et dernier objectif stratégique, c'est être une commune plus sûre. Et donc là, on retrouve 2 objectifs opérationnels, à savoir veiller à ce que notre localité bénéficie de secours et de services performants et rapides. Et le second, améliorer la sécurité routière. Voilà. Question sur le volet externe. On a déjà des questions en général. Je ne sais pas qu'on va faire les faits maintenant, on attend que. On va. On peut les faire maintenant. Oui. Et donc, simplement, on voulait en tout cas saluer le travail effectué en transversalité avec l'administration et le collège et les services extérieurs. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un outil intéressant pour les communes. Voilà, nous, il y a 2-3 petites réflexions qui nous posent question. C'est que on note pour le volet externe et pour le volet interne 147 actions, 147, 124 et 23. Donc voilà, c'est des objectifs ambitieux. Donc ça, c'est très bien.
ça, maintenant, nous, ce qui nous préoccupe un petit peu, c'est que depuis quelques temps, depuis quelques années, vous tapez un peu sur le coup par rapport à l'aspect financier de la commune. Vous avez hérité d'une commune qui est financièrement à la limite. Et donc, on a un petit peu peur par rapport à tous ces items, toutes ces propositions, et on se dit quelles sont les actions qui vont aboutir, en sachant aussi que dans le code de la démocratie locale et de la décentralisation, c'est bien stipulé à l'article 1 que dans les 2 mois après la désignation des échevins, le collège soumet au conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la durée de son mandat, donc ça, il n'y a pas de problème, et comportant au moins les principaux projets politiques. Pas de problème, c'est parfait. Et alors, la dernière phrase qui nous pose aussi, ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière. Et donc voilà, ça nous pose en tout cas question. On ne voit pas de chiffres, on ne voit pas de plan budgétaire, donc ça nous pose en tout cas question. Alors, par rapport au PST, moi j'avais eu la chance de suivre une formation il y a quelques temps, et donc je sais que c'est peut-être aller un peu plus loin en sol, mais au niveau de la méthodologie, on a expliqué en tout cas au départ comment vous allez travailler, par la suite comment est-ce que ça va dérouler, est-ce qu'il y a une priorisation des actions, est-ce que c'est priorisé dans l'ordre de la volonté du collège. Voilà, on parlait de priorisation des projets. Et donc la planification également. Donc voilà, c'est des points qui c'est pas dramatique, mais comment vous allez gérer tous ces 147 actions pour les 5 prochaines années, en sachant qu'il y a déjà pratiquement 1 an déjà de fait. Donc vous êtes en timing par rapport à la présentation du PST, donc voilà, il n'y a rien de mal fait, mais nous en tout cas un petit peu, on se dit, avec tout le travail qui est listé ici, on se dit, voilà, est-ce que vous allez réaliser, est-ce que l'objectif c'est de réaliser 100% des actions, c'est temps 5, notamment 5 ans. Donc voilà, sur le principe, on est sur la même longueur d'onde, mais pour la partie budgétaire et pour la suite, on se pose des questions d'organisation. D'accord. Peut-être, je te remercie pour les compliments par rapport aux objectifs qu'on peut partager en plus grande partie. Donc sur l'aspect financier, donc il est exact que le Code de la démocratie locale prévoit un volet budgétaire, c'est en ce qui concerne la déclaration politique générale, pas en ce qui concerne le PST. Donc le PST en lui-même, il n'y a pas d'obligation de chiffrer les actions, donc ça vient par la suite en fonction des éléments qui seront soumis à notre appréciation au moment où on devra réaliser et mettre en œuvre les actions. Le volet budgétaire, ce n'est pas une obligation au niveau du PST, mais au niveau de la déclaration politique générale. Alors c'est vrai que les finances ne sont pas nécessairement simples. On y travaille d'ailleurs pour le moment au budget 2020. Et donc on est en train de chercher les pistes pour assaillir les finances et se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Alors, en ce qui concerne la planification, il n'y en a pas. Mais ce que je peux par contre dire, c'est que le Code de la démocratie locale prévoit aussi qu'à mi-législature, on devra faire un premier bilan. Mais à tout moment, d'ailleurs, nous, au niveau du collège, ce PST nous sert de tableau de bord. À tout moment, on peut se dire, tiens, où en sommes-nous dans nos actions? C'est aussi pour nous un outil d'objectivation, de se dire où en sommes-nous. Le tableau de bord, si je peux me permettre, le tableau de bord, il demande un minimum d'une fois au milieu de la législature, voilà, du conseil. Est-ce que vous avez l'intention de le faire un peu plus, ou c'est une fois en tout cas, nous, en interne, oui, on va le faire à intervalles réguliers, mais on ne s'est pas dit on va le faire nécessairement le 3e lundi du mois. Mais c'est clair que c'est un document qu'on va prendre systématiquement avec nous au collège et qui nous servira un peu de bible, je vais dire. C'est un peu parce que notre table de chevet, quasiment. En tout cas, chaque collège, on aura le document avec nous. Et donc, on fera régulièrement l'évaluation. Formellement, on va le faire au moins une fois à mi-législature. Voilà, donc il n'y a pas de planification établie et écrite, formalisée. Que dire d'autre? La priorisation. Oui, priorisation non plus. On n'a pas priorisé. C'est un peu en fonction aussi des opportunités qui se présentent. Maintenant, ce que je peux dire quand même, c'est que dans les actions qui sont ici déclinées, certaines, on est déjà en marche. Pour certaines, on parle à un moment donné de la sécurité et de l'audit des bouches incendies. Je peux dire qu'à début du mois, on a fait un audit avec la SWDE et avec les pompiers voilà, donc je prends un exemple, mais il y en a d'autres. Sur le développement communal,
Ça a déjà là, été le fait, ciel quelque part. est lancé. On est déjà lancé, donc certaines actions sont déjà en route. D'accord? Ça, j'ai lu. Comment dit? J'ai lu. Oui. Voilà. Et je voulais parler peut-être aussi moi, de nouvelles actions, quand on parle des 146 actions. Je vois développer une politique de la santé, par exemple, ce matin on a bien fait, et je vois qu'il y a un point, relayer des campagnes de sensibilisation relatives à la santé. Eh bien, on va déjà démarrer en octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois du dépistage du cancer pour les femmes. Eh bien, le 23 octobre, je vous dis déjà maintenant, il y aura une soirée ici à la Villa pour toutes les femmes, pour vraiment les mobiliser, les inciter à une campagne de dépistage. Donc ça, c'est du nouveau, et c'est déjà dans les actions qu'on a demandé pour toutes. Donc, et elle ne coûtera pas, elle coûtera 0 €. Parce que, Oui, c'est ça, c'est donc, des c'est des actions actions qui ne coûteront rien. Voilà. Comme il y en a d'autres, vous étiez un peu plus certain lors de la période électorale. Et ici, vous marquez développe au niveau de la. Je me trouve le principe. Étudier la faisabilité de la création d'une maison de jeu. Lors de la période électorale à la PQ, vous étiez un peu plus certain de votre projet au niveau de la maison de jeu. Donc là, après, effectivement, dans les listings des 147, il y aura des projets qui vont se terminer, il y en a d'autres qui se mal à se terminer. On s'en souvient, mais il y a vraiment une volonté, une ambition importante. Oui. Voilà, Tout à fait, et c'est clair que là, on prend aussi quelque part un risque à être aussi ambitieux, parce que être aussi ambitieux, ça veut dire qu'on sera jugé aussi en fin de parcours sur ce document. Donc voilà, quelque part, on aurait très bien pu faire un document beaucoup plus sommaire et formellement répondait au décret, et là on était sûr, on prenait pas un risque et on était sûr de l'atteindre, mais voilà, comment dit-on, sembloir, à vaincre sans péril, en triomphant sans gloire. Voilà. J'avais vu le document préparatoire, il est très complet d'ailleurs. Ici, mais c'était encore plus complet dans le document préparatoire parce qu'il y avait un référent au niveau administratif, un référent au niveau politique pour chaque action qui allait être entreprise. Donc, avec aussi l'endroit où on en était dans la mise en œuvre de ce projet. Puis ça dépend aussi de la réalisation des actions, dépend aussi des ce qu'on va rentrer comme argent. Il faut savoir que Rollin est tributaire de la forêt, pour l'instant en forêt c'est pas revenu. Donc il faut voir un peu comment ça va se passer dans la suite, avec les maladies, l'évolution des marchés. Donc tout ça c'est des variables qu'on ne maîtrise pas maintenant, qui vont pas nous permettre de planifier les projets. On sera au fur et à mesure quand on rentre dedans. On aura déjà une bonne indication à l'avant du mois d'octobre, dans un mois. Ça, ce sera déjà l'œuvre de vérité. C'était les remarques que nous avions formulées. Merci. Est-ce que certains échevins souhaitent rebondir? Mais pas tout. Peut-être d'abord sur le volet externe. Non? Voilà, Charlotte, donc tu prendrais la parole sur le volet interne à l'administration. Voilà, tout à fait. Donc, il y a le volet interne. Il y a deux objectifs stratégiques. Le premier objectif, c'est d'être une administration efficace. Alors, on l'a décliné en trois objectifs opérationnels qui sont de garantir la continuité du service public. Pour garantir cette continuité du service public, nous souhaitons mettre en place des réserves de recrutement dans les fonctions identifiées. Donc, identifier les fonctions dans lesquelles nous avons besoin d'être réactifs parce qu'il y a des fonctions dans lesquelles nous devons l'être. Je pense par exemple aux fonctions téléconductrices où on ne peut pas se permettre de fonctionner sans elle plus qu'une journée. D'organiser des archives mortes et vivantes afin d'avoir une continuité qui est existante quand un agent congé de vacances annuelles ou est malade, on va se retrouver dans toutes les archives qui sont existantes au sein de l'administration. C'est quelque chose que nous n'avons pas. D'augmenter la polyvalence des agents dans la formation, afin justement de pouvoir aussi se remplacer, d'avoir cette dynamique de backup qui s'installe dans l'administration complète. Parce qu'il faut bien savoir que nous ne sommes pas non plus un nombre mirobolant et donc que la polyvalence nous permet de garantir cette continuité du service public. La quatrième action que nous souhaitons mettre en place, c'est d'inscrire les agents en contact avec les citoyens et formation à l'accueil. Le deuxième objectif opérationnel, c'est d'avoir une GRH efficace. Alors, pour y arriver, nous souhaitons mettre en place une politique d'accueil des nouveaux membres de l'administration. Ce n'est pas qu'on les accueille pas aujourd'hui, mais on n'a jamais formalisé les choses. Donc, on aimerait bien formaliser les choses et mettre en place une réelle politique d'accueil des nouveaux membres. On aimerait également organiser un team building annuel afin de renforcer et de suivre l'équipe. Nous aimerions mettre en place un
de travail pour établir un guide des bonnes pratiques pour la tenue de travail en fonction des différents services dans lesquels on se trouve. Parce qu'une tenue adaptée n'est pas la même pour une directrice que pour un ouvrier, que pour un agent au guichet, par exemple. Et nous souhaitons le faire sur la base de discussions pour arriver à un consensus commun et arriver à vraiment un guide de bonnes pratiques. La quatrième action est d'actualiser les profils de fonction. La cinquième est de réaliser l'évaluation de l'ensemble du personnel conformément aux règles de travail. La sixième est de mettre en place un plan de formation pour chaque agent. Donc ces trois actions-là se suivent. Avoir un profil de fonction à jour, évaluer l'agent et mettre en place un plan de formation qui puisse être formé. Ce sont trois actions qui se suivent. La septième serait de favoriser la communication interne par un tableau d'affichage. Et la dernière serait de mettre en place un réel comité de direction. C'est un bon fait, ça. Un comité de direction. On a parlé de... Un comité de pilotage. Ah, de pilotage. Il y a eu un comité C'est de quoi la pilotage. différence? Le comité de pilotage est propre au C'est spécifique. PST. Voilà. Le comité de pilotage, le comité de direction, c'est un outil qui existe dans le code de la démocratie locale, dans lequel il est uniquement imposé de s'y retrouver le directeur général et le directeur financier. Donc on réunit à l'heure actuelle pour tout ce qui est modification budgétaire et coûts, parce qu'il y a un avis formel qui doit être rendu dans la procédure. Mais pour l'instant, c'est un outil qui n'est constitué que de moi, le directeur financier. On aimerait bien en faire un réel outil vivant au sein de l'administration. Le troisième objectif opérationnel, c'est d'organiser au mieux le fonctionnement des services communaux. La première action, ce serait d'établir un tableau de coûts sur les marchés publics à destination du personnel communal et CPS, afin que les règles de fonctionnement soient vraiment claires pour tout le monde. Parce que c'est quand même une matière compliquée, qui n'est pas gérée par chaque agent au quotidien, et donc s'y retrouver, ce n'est pas toujours évident. On aimerait vraiment bien rédiger quelque chose qui soit simple et pratique pour l'agent de s'y retrouver facilement. On aimerait bien digitaliser les courriers entrants. La première action, ce serait le travail du service travaux via une planification. Donc ça, nous avons commencé à mettre en place, avoir vraiment un outil de planification pour travailler avec le travail. La quatrième action, ce serait d'adhérer à IAVIB. Donc c'est un logiciel de gestion des délibérations pour le conseil et le collège communal. Ça permettrait une facilité de mouvement de délibération. Ça permettrait, nous, de suivre... Ça permet de fluidifier le transfert d'informations, voilà, tout à fait. de suivre les dossiers, de savoir qui fait quoi de tout, de tracer, et de savoir exactement à quel stade dans la procédure en est le dossier, et donc parfois de professionnaliser un peu les choses. Ouais. Mais ça permet aussi d'améliorer le fonctionnement, parce qu'il y a des choses qui se font automatiquement. À la place de devoir rédiger un procès verbal, par exemple, de séance de collège et de conseil, en compilant et en faisant les 5 copies-coller les uns après les autres, une fois que tout est intégré dans le logiciel, le PV se rédige automatiquement, donc il y a des choses qui, voilà, c'est un logiciel, c'est une aide aussi, c'est une aide, ça permet de gagner du temps aussi pour d'autres actions ou pour d'autres choses à mettre en place. La cinquième action, ce serait d'établir un inventaire des ressources matérielles disponibles, parce qu'on se rend pas compte que l'école n'est pas suffisamment au courant de ce qui se trouve à la maison des associations, et à la maison des associations, ils ne sont pas toujours au courant de ce qui peut se trouver à l'administration. Et donc, ce serait intéressant d'avoir un réel inventaire de tout ce qu'on a, comme ça, on sait ce qu'on a et tout le monde sait ce qu'on a. La sixième action serait de former ou d'avoir un référent informatique sur l'administration. Parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, et avoir quelqu'un qui est formé dans ce domaine-là devient vraiment quelque chose d'essentiel. Donc ça, c'est pour le premier objectif stratégique. Le deuxième, c'est d'être une administration qui favorise les synergies. Donc l'objectif opérationnel qui en découle, c'est de mener des projets conjointement afin de profiter de l'expertise de chacun. La première action, ce serait de mettre en place un groupe de travail pour identifier de nouvelles synergies potentielles à mettre en place entre la commune et son CPS et entre les différents services de la commune. La deuxième action serait d'acquérir un véhicule à partager commune, CPS, ASD. La troisième serait mettre en place un service interne de prévention et de protection du travail commun pour la commune et le CPS, puisque la commune a engagé un conseiller en prévention de cette façon-là, il pourrait être également conseiller en prévention pour le CPS. La quatrième action, c'est d'intensifier la réalisation des marchés publics conjoints. Sans compter un marché public pour le nettoyage de vitres, c'est celui-là qui met à l'esprit, on entretient les chaudières, à la place que chacun fasse le nécessaire, on peut en faire qu'un et on peut profiter l'ensemble des structures qui sont faites. La cinquième action,
c'est d'intensifier les événements, les activités pluriservices et de les susciter. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les objectifs stratégiques. Merci pour votre écoute. Quelqu'un souhaitant reprendre la parole par rapport au plan stratégique transversal? Donc on en prend acte et on va pouvoir passer au... Donc il n'y a pas de vote sur ce point. On va donc pouvoir passer au point 2, logement, déclaration de politique du logement. Alors, la déclaration de politique de logement, elle doit être rentrée par le collège dans les 9 mois qui suivent son installation. Donc, c'est le moment de la rentrée. 2 points importants pour cette politique du logement, cette déclaration de politique du logement, c'est qu'elle a été concertée avec tous les acteurs qui interviennent en matière de logement sur le territoire de la commune. On a eu une réunion de concertation le 10 septembre avec Ardennes, avec l'agence immobilière sociale, le CPS. On avait également invité la Société wallonne du logement. Autre aspect, le second, c'est que cette déclaration de politique de logement s'est fondée sur un diagnostic de notre territoire en matière de logement public, mais aussi en matière de population. Ce diagnostic, il importe vraiment de l'avoir en tête parce qu'il y a des données essentielles sur lesquelles on doit faire reposer cette politique de logement. Ces données essentielles, c'est que d'ici 2030, notre population va connaître un déficit de 5% par rapport à la population actuelle. On doit dès maintenant faire des efforts, entreprendre une série d'actions pour essayer de ramener des jeunes ménages sur notre territoire et pour faire en sorte que la population wellinoise actuelle, qui est une population composée en grande partie de seniors, personnes âgées, puisse vivre le plus possible, surtout quand cette population est bien importante, dans leur propre logement et pour ce faire, qu'on puisse les aider à pouvoir adapter leur logement. Ça, c'est vraiment 2 données de base. Si on veut attirer des jeunes ménages, on devra aussi parallèlement développer l'offre d'emploi. Et ça, ce sera une autre politique qu'on mènera également. Développer une politique en matière d'emploi et continuer à avoir des services à la population qui sont performants. Alors, si on regarde maintenant ce que nous proposons en matière de logement et compte tenu de ces 2 données-là qui sont importantes, compte tenu aussi de ce qui existe en matière de logement public ici à Ouélin, il faut savoir qu'on a à peu près 5% de logements publics, 5,2 pour être exact. On propose une série d'objectifs à rencontrer. Premier objectif, c'est la concertation dont je vous parlais tout à l'heure entre les acteurs du logement. On désire que ce soit une concertation qui se fasse de façon récurrente. Il faut absolument que ce dialogue avec Ardennes et l'Est notamment, et avec l'agence immobilière sociale, soit un dialogue
qui aboutissent à la concrétisation d'actions sur notre territoire et qu'on soit davantage performant et attentif à la qualité du logement public, et c'est en travaillant avec eux qu'on pourra l'être. Le deuxième objectif que l'on a, c'est de renforcer les synergies entre le service logement de la commune et le CPAS pour le développement d'une politique d'information vers la population, une politique d'accompagnement pour des actions par exemple, ateliers collectifs qui portent sur les économies en matière d'énergie et d'eau. Donc, soit on doit vraiment continuer ce genre d'action, et pour favoriser une mixité générationnelle, intergénérationnelle, et sociale dans les projets de logement. Le troisième point qu'on veut développer, c'est avoir une politique de logement qui est transversale. On ne doit pas développer le logement, mais on doit vraiment inscrire notre politique du logement dans une politique beaucoup plus large, qui est la politique de l'aménagement du territoire. Donc on devra faire la liaison avec le schéma de développement communal, on devra faire la liaison aussi avec le PCA qui concerne l'ancien site Gilson. On devra faire des rapprochements avec notre politique sociale et créer des synergies avec notre politique environnementale qui, ici à Ouélin, a été vraiment développée ces dernières années. On a une politique d'aide en matière de primes communales, on a des actions de terrain, la plateforme Bois Énergie, on va créer le réseau chaleur au centre de Ouélin, on est impliqué dans la convention des maires, on est actif dans des projets intercommunaux qui permettent le développement d'actions en matière de logement, et on va essayer d'activer les aides qu'on peut aller chercher via ces projets-là. Donc, cette politique transversale, elle est importante. Le quatrième point, c'est augmenter le potentiel foncier de notre commune. Là, en fait, le potentiel foncier communal est pratiquement inexistant. Il s'avère que toutes les zones à bâtir, enfin pratiquement tous les terrains à bâtir sur la commune de Ouélin appartiennent au privé. Ces terrains à bâtir se trouvent en zone d'habitat à caractère rural et sur une zone d'aménagement communal concerté qui se trouve sur le territoire de la commune de Chanly. Il faudra voir, via le schéma de développement communal, si ces zones d'habitat à caractère rural sont réellement des zones qui peuvent être mobilisées pour une politique active du logement à la matière. Et je rappelle que pour pouvoir augmenter ce potentiel foncier communal, on dispose d'incitants financiers assez importants, puisque dans le PCDR, qui a été le deuxième PCDR qui a été déposé et accepté par la région wallonne, il y a des subventions possibles pour l'acquisition de terrains et pour le développement de logements qui concernent tant des logements pour les jeunes ménages que pour l'adaptation des logements pour les seniors. Donc, ce sera autant de fiches PCDR qu'on pourra activer pour le développement de ces actions si il s'avère qu'on peut les mettre en place. Le sixième point que l'on veut développer, c'est augmenter l'offre en logement locatif privé.
Donc pour ça, on devra continuer notre politique qui a pour but de contrer l'inoccupation des immeubles, et on devra favoriser l'aménagement des anciens, du bâti existant. Je pense notamment à la transformation des tables et de granges pour lesquelles existent des aides au niveau également de l'agence immobilière sociale. Enfin, toute cette politique devra être développée en maintenant et en renforçant l'attractivité de notre territoire, c'est-à-dire en étant attentif à la qualité du bâti existant et à développer ces politiques en tenant compte des activités économiques, sociales et commerciales existantes. Voilà, j'ai terminé pour les objectifs. Désolée d'avoir été un peu long, mais c'est une déclaration qui doit couvrir les actions que l'on va faire pour les 6 prochaines années. Y a-t-il des questions? Une remarque. Oui, votre une nouvelle fois un projet très ambitieux. Chapeau. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Ça va être si simple que ça. Mais voilà. Moi, la volonté, c'est déjà très bien. Il y a juste une petite remarque par rapport au point 4, augmenter le potentiel foncier. Je remarque effectivement qu'il y a des possibilités de subventions pour l'achat du PCDR, c'est des projets qui prennent du temps. Et là, moi, ce qui me turlupine un petit peu, c'est qu'on souhaite, en tout cas, l'objectif de la commune, c'est d'acheter du foncier, et d'un autre côté, on voit que le CPS va intervenir à la dire en 3 minutes. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est les points graves. Voilà, ça fait simplement la petite remarque. C'est une décision qui a été prise avant que le fonctionnaire, hein. Donc moi j'applique une décision prise par le Conseil législatif. Hein. De toute façon, donc, voilà. Et cet argent servira justement à une partie à restaurer les appartements de FUS. Qui ont été achetés aussi par Oui, oui. Ok, merci. J'ai une petite remarque également. Voilà, quel est l'intérêt d'avoir inséré une parenthèse au point 5.1, puisque nous dit qu'on sensibilisera les futurs investisseurs immobiliers et qu'il y a l'intérêt de cette parenthèse. Ok, donc tu fais allusion en ce compris l'investisseur sur le site Oui. Bah, parce que c'est un projet important pour la commune. Oui, d'accord, mais c'est un investisseur. Oui. C'est Oui, bien sûr. C'est une petite remarque. Oui. À ce propos, puisqu'on en parle et que tu évoques le sujet, l'auditeur du Conseil d'État a rendu son avis. Je ne sais pas si vous êtes informé, ça date de cette semaine, donc c'est tout frais. Et il en conclut à l'annulation du PCA. Et je ne vais pas exposer les arguments parce que ça touche certaines personnes qui ne sont plus ici autour de la table, et donc il faut que c'est un handicap. Mais toujours est-il que l'argument est massu. Et donc il y a 99 chances sur 100 que le Conseil d'État valide cet avis. Voilà. Alors on pourra peut-être à la limite en parler au prochain Conseil communal, comme ça sera un point à l'ordre du jour en communication, vous aurez tous les éléments. Ok. Mais comme ça vous êtes informés, parce que c'est quand même effectivement un dossier important et qui a suscité beaucoup de débats sous la précédente législature. Je pense qu'il faut essayer de retrouver une sérénité dans le dossier. Oui, mais non, c'était juste une remarque. Et ne pas en faire des questions de personne, surtout parce que c'est l'intérêt de personne. Est-ce qu'on peut adopter cette lettre de politique générale du logement? Est-ce qu'on passe au vote ou bien il n'y a pas de souci? Pas de souci. Je vous remercie. Le point 3, modification budgétaire numéro 1. Donc nous avons reçu l'avis, ou plutôt l'approbation de la tutelle par rapport à la modification budgétaire. Donc nous en prenons acte. Je ne sais pas s'il y a des remarques, observations. Merci. Le point 4 de voilà, oui, de notre privé.
Parce que je suis concerné par ce truc-là. Si quelqu'un veut prendre la parole, je vais le présenter. Voilà, Bruno, tu veux prendre la parole? Ben voilà, il y a eu le Val de Gourmet, comme vous le savez, et la donation, donc, je découvre le texte, je crois que c'est sorti. Le Conseil communal en sciences publiques, le Code civil, l'article 74 de là, de la littérature. Le montant, en fait, c'est 841,51 €, oui. Et la donation, ben, de M. Benoît Closson, on va citer, destinée à soutenir l'activité de la maison d'accueil communautaire des aînés. Voilà, donc, inscrire à la prochaine modification budgétaire la somme de 841,51 €. À l'article 7, 834 380 05. Voilà. N'importe. Voilà, on prend acte de la donation. C'est OK? Merci. Alors, je n'avais pas prévenu Thierry. Oui, c'est vrai. Voilà, le 5e point. Fabrique d'église de Lompré, le budget 2020. Donc, il s'agit donc de l'approuver avec la petite remarque du directeur financier qui corrige une petite erreur de la fabrique d'église, mais qui est mineure évidemment, qui ne modifie pas les équilibres, puisque la charge communale est de 8 647,75 € au lieu de 8 642,63 €. Donc voilà, erreur de une quarantaine d'euros. Donc, 5 €. Et donc je vous propose d'adopter ce budget ainsi rectifié. Pas de souci. Je vous remercie. Le point 6, c'est le budget de la fabrique d'église de Soyer. Et donc c'est la même chose. Il y a également une petite erreur relevée par le directeur financier. Et donc la quote-part communale sera de 9 511,64 € au lieu de 9 461,64 €. Donc ici c'est bien 50 €. La petite erreur de la fabrique d'église. On peut adopter. Je vous remercie. Le point 7 concerne la fabrique d'église de Froilieu, le compte 2018 et le budget 2020 que nous avons reçu, mais nous proposons de proroger le délai de tutelle puisqu'on n'a pas encore eu le temps d'examiner et le directeur financier n'a pas encore eu le temps d'examiner les documents qui nous ont été transmis. Demandez la prorogation du délai de tutelle. Je vous remercie. Le point suivant sera encore pour les chefines Nadine Codet concernant le GAL Ardennes méridionale et le projet d'un atelier de découpe de viande. Donc là, c'est un projet que vous connaissez bien puisque il fait partie du GAL Ardennes méridionale. Donc, ce projet d'atelier de découpe, c'est un projet qui est complémentaire à l'abattoir de Jeudine. Et cet atelier de découpe va être construit dans le prolongement de l'abattoir. C'est un projet qui est assez ambitieux et est chiffré à 693 000 €. Le GAL n'a pas pu obtenir les fonds qu'il espérait au départ du projet. Il a obtenu 200 000 €. Le privé va également intervenir, manquait 200 000 € et le GAL s'est tourné vers les communes qui cofinancent le projet pour voir si elles acceptaient de remettre un supplément à la part annuelle déjà apportée par notre commune. Je crois qu'on apporte annuellement l'équivalent de 4 087, si je me souviens bien, € par an. Donc ici, toutes les communes ont accepté de cofinancer l'atelier de découpe. Voilà, on arriverait à une somme de à peu près 4 500 € pendant 3 ans. C'est
uniquement pour la création du bâtiment. Oui, oui, parce qu'il y a tout le fonctionnement, mais ce serait pris en charge, ça, par le GAL. Oui. Oui. Donc il y a effectivement un plan financier qui a été élaboré par le GAL, et donc en principe notre code-part devrait se limiter à ça. Mais un plan financier, on sait ce que ça veut dire, hein, c'est jamais la vérité absolue. Donc il y a une part de risque aussi à se lancer dans ce projet, c'est pas se voler la face. Maintenant, ça vaut quand même la peine, je pense que les pouvoirs publics soutiennent. Ça vaut la peine que les pouvoirs publics soutiennent ce type de projet, c'est le circuit court. Et donc ça c'est quand même très important. Et le retour, nous on espère quand même que nos producteurs locaux fassent appel à cet atelier de découpe local plutôt que d'aller dans un abattoir bien loin. Industriel, ici ça reste une main-d'œuvre locale. Oui, tout à fait. Vous avez déjà sollicité les potentiels. Vous l'aviez fait, j'en ai reparlé avec Étienne Lambert vendredi dernier. C'était très, très frileux jusqu'à présent. Ça l'est toujours. Et ça l'est toujours. Nous ne cachons pas que. Mais on est engagé, la commune est engagée dans ce partenariat. Moi je me dis qu'on va encore prendre le train en marche. Pour info, ils ont des tarifs compétitifs par rapport au prix qui sera proposé ici à Jeudi. Et avec des kilométrages pas beaucoup plus élevés, du côté de Ciné ou des choses pareilles. C'est un beau projet. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous approuvez? On peut passer au vote? Vous êtes d'accord? Sans problème? Je vous remercie. Le point suivant, Nadine va encore prendre la parole concernant le dossier Oxfam et les petits déjeuners. Donc, vous êtes tous invités au petit déjeuner Oxfam le 17 novembre. Vraiment, notez-le dans votre agenda. Et comme les autres années, on propose que les bénéfices éventuels, et je ne dis pas qu'il y en ait, soient rétrocédés à Oxfam. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, bien sûr. Et on note que M. Monnier sera... Voilà, il note dans son agenda. Le point suivant. Ce n'est pas pour moi. Voilà. Pour Annick, la convention de partenariat avec la Maison de la Culture Famenne-Ardenne. Voilà, donc comme ça c'était déjà fait dans les années précédentes, mais pas l'année dernière, on a la possibilité via la cellule hôtesse de la Maison de la Culture d'avoir un concert dans le cadre de la programmation des belles muses. Donc cette année-ci, il y avait deux concerts possibles sur les communes de la hôtesse, et donc Ouélin a demandé d'avoir un concert et l'autre sera sur Saint-Hubert. Donc ici, la convention, comme ça se faisait déjà précédemment, chaque fois qu'il y avait un concert dans ce cadre de Bénus, la convention avec la Maison de la Culture. Donc ce concert aura lieu le 1er février 2020. Donc les termes de la convention sont les termes habituels. Donc la Maison de la Culture assure tout ce qui est technique et le coût du concert. Par contre, l'administration communale doit mettre gratuitement à disposition la salle et assurer l'installation de la salle. La NCFA assure la promotion et la communication générale, et la commune de Ouélin assure la promotion au niveau de la commune et des communes environnantes. Ensuite, il y a la billetterie qui se fait soit à la Maison de la Culture, soit il y aura une possibilité de pouvoir réserver à l'Office du tourisme. Donc au niveau des frais pour la commune de Ouélin, la commune doit également assumer l'accueil des artistes, donc on doit les recevoir dans les loges et préparer un repas, mais c'est ce qui se faisait déjà les autres années. Donc financièrement, la NCFA assume tout ce qui est lié au concert. La commune peut ouvrir le bar et bénéficie des recettes du bar à cette occasion, mais reste cependant solidaire de la Maison de la Culture en cas de perte. Et dans ce cas-là, les bénéfices du bar doivent être amenés pour combler les pertes éventuelles du concert. Et enfin, ce concert pourrait être subsidié dans le cadre de tournées à Révis. Donc voilà, c'est ce qui se faisait déjà précédemment, qui n'a pas eu lieu l'année dernière, parce que ça s'est fini sur d'autres communes, et cette année-ci, on a l'opportunité d'avoir une Question? Pas de souci.
voté. On va passer, adopter le point. Merci. Point suivant, charte inclusion de la personne handicapée. Thérèse. Merci Benoît. Donc ici, nous vous demandons d'adhérer donc à une nouvelle charte concernant donc le handicap, une charte qui s'intitule Inclusivity, pour que nous travaillions vraiment tout au long de la législature l'inclusion des personnes en situation de handicap et leur implication citoyenne et politique. Donc c'est un engagement ici que la commune de Welin prend tous ensemble. Ça se fait déjà, je pense qu'il y a déjà toute une politique d'intégration de la personne handicapée, mais on va en aller beaucoup plus loin. Et en signant cette adhésion, eh bien voilà, on veut vraiment, à travers toute une série d'actions, intégrer encore plus les personnes en situation de handicap. Je vous lis, la charte, elle est très courte. Hein. Donc nous, collège et conseil communal, commune de Welin, garant que comme chaque citoyen de la commune, dont la personne en situation de handicap a des droits et des devoirs, convaincu que son bien-être et épanouissement passe par l'autonomie et le respect de ses besoins, estimant que les efforts réalisés pour l'inclusion des personnes en situation de handicap profitent à l'ensemble de la communauté, par décision ratifiée du Conseil communal, ça c'est d'aujourd'hui, nous nous engageons à prendre les dispositions nécessaires pour concrétiser les prescriptions énoncées ci-avant, le cas échéant selon des priorités aménagées en fonction de nos réalités de terrain. Alors il y a 5 points, donc le premier point concerne l'accueil de la petite enfant, donc toute l'intégration scolaire et parascolaire. Un deuxième point concerne la sensibilisation et la consultation. Un troisième point, bien sûr, concerne l'emploi, et ça je sais que la commune, déjà, bien sûr, on a un quota qu'on doit respecter par rapport à l'intégration du handicap, et nous avons deux personnes, je pense, en personnel communal, que vous connaissez, qui travaillent au sein de la commune. Donc là, l'emploi, on y est déjà. L'accessibilité, bien sûr, à tous les bâtiments, les transports, les parkings, les logements. Là, il y a déjà un travail qui se fait, mais je pense qu'on va aller beaucoup plus loin par des rampes d'accessibilité, etc. Donc là, il faut qu'on avance aussi. Et le dernier point concerne l'inclusion dans le sport, la culture, la nature et les événements. Donc voilà, en adhérant à cette charte, c'est vraiment une volonté de tout le conseil communal de faire des efforts à l'inclusion de la personne handicapée. Oui. Nous, on souscrit dans cette démarche qu'il y a quand même 4 communes en 2012 qui avaient signé cette charte, mais est-ce que vous avez déjà eu des réunions de travail avec l'association? Alors c'est tout nouveau, voilà, c'est tout nouveau, c'est un courrier qui nous a été envoyé au mois de juillet, le 30 juillet. Hein. Et donc moi j'ai pris contact avec l'association, bien sûr, qui est l'association socialiste de la personne handicapée, donc c'est elle vraiment qui sollicite les communes. Voilà, très bien. Et donc voilà, moi j'attendais aujourd'hui, bien sûr, donc j'ai déjà pris contact avec eux avant de travailler avec eux, donc pour les inviter, parce qu'ils sont dans l'accompagnement des communes aussi. Et l'ouverture du collège. J'avais deux petites remarques par rapport à ça. Il y a un dossier qui avait été décidé en collège il y a un an et demi par rapport à une formation d'abord à Luxembourg pour les personnes avec des problèmes de surdité ou déficience auditive, où il va y avoir une formation au CPS et à la commune. Et en tout cas, quand on est sorti du collège, je ne suis pas convaincu que cette formation a été donnée, alors que les accords avaient été finalisés par le collège. Je voudrais bien savoir si ce dossier a été finalisé ou pas. Et alors la deuxième chose, de manière officieuse, parce que je suis bien placé pour vous dire, il va y avoir un appel à projet au niveau de la province de Luxembourg, au niveau de l'inclusion sportive, et une réunion de troisième commission jeudi. Et donc ça ne pas trop, mais ça passe en commission juridique au conseil provincial depuis le mois d'octobre, et cet appel à projet sera lancé début de l'année 2020. Je ne serai pas présent, voilà, je le dis aussi de manière officieuse jeudi parce qu'il y a déjà des réunions fixées à l'agenda pour la commune. On va être attentif. Mais au conseil provincial, on va dire, de toute façon. On va être attentif, relayé, puisque je suis toujours conseil provincial aussi, donc on va faire un maximum. Voilà. Et par rapport à ta première question, je ne sais pas si bon, parce que là c'est plutôt Charlotte. Moi, je connais. La formation n'a pas été réalisée, effectivement. Il y a eu des contacts qui ont été pris avec Je pense que la c'était un petit temps. Peut-être reprendre contact avec, en plus c'est une dame de Wallin qui a accepté la programme. Oui. Ok, on va faire ça. Merci, information.
Eh bien, donc nous ratifions la charte d'inclusion de la personne en situation de handicap. Merci. Le point suivant, règlement communal sur les funérailles et sépultures. Donc, un peut-être plus marrant, évidemment, mais c'est pourtant un dossier important, puisque les cimetières font partie intégrante de la compétence communale, et donc nous devons absolument bien gérer cette matière. Je tiens d'ailleurs ici à remercier particulièrement l'administration et Marie-Chantal Burnotte qui vraiment s'investit dans ce dossier, qui n'a rien de marrant, enfin voilà, qui est très technique et voilà, qui a lieu d'être géré avec tout le professionnalisme qu'il mérite. Il faut savoir qu'un décret a été adopté par le Parlement wallon le 14 février de cette année, entré en vigueur le 15 avril de cette année, et que suite à ça, on doit revoir notre règlement tel qu'il avait été adopté antérieurement. Et donc c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. On ne va pas le dire ici, évidemment, peut-être simplement attirer l'attention sur l'article 5. C'est peut-être le point, à mon sens, où il ne faut retenir qu'un seul article, c'est celui-là, où finalement c'est qui peut être inhumé dans nos cimetières communaux. Eh bien, c'est les personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile. Deuxième catégorie sont les personnes domiciliées sur le territoire de la commune, quel que soit le lieu de leur décès. Troisième catégorie, les personnes domiciliées une majeure partie de leur vie sur le territoire de la commune. Et dernière catégorie, les personnes possédant le droit d'inhumation dans une concession de sépulture. Donc on a voulu limiter à ces catégories-là pour éviter ce qu'on appelle le shopping. Parce qu'il faut savoir que ça existe aussi. En ville, les tarifs des concessions et des droits d'inhumation sont beaucoup plus élevés que par chez nous. Et dès lors, ils voulaient profiter voilà, de nos tarifs préférentiels pour venir être inhumés chez nous. Mais il faut savoir que s'il y a davantage de personnes inhumées, ça veut dire moins de place. Et donc, ça veut dire un coût pour la collectivité. Et il faut faire face à ce risque de limiter. Et voilà, c'est une raison pour laquelle on a cadré les choses. Je pense que le seul commentaire vraiment le choix politique, me semble-t-il, qui avait lieu de relever ici. À moins que vous ayez d'autres remarques, observations. C'est parfait comme travail, mais je dis que c'est assez conséquent. Oui. Pour le public, pour les citoyens, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre en évidence des choses importantes, comme tu viens de le faire, par exemple, à de 5 à certainement d'autres choses, moi je vais pas. Oui, on peut. C'est vrai que on peut communiquer. Envoyer ça, taper, il faut tout être important certainement, mais. C'est pas nécessairement la procédure. Le règlement le plus sexy, si j'ose dire, à présenter, sur lequel on peut communiquer, on peut, mais voilà, moi je suis pas sûr que les citoyens vont vraiment s'y intéresser. Il y a peut-être des choses supplémentaires essentielles pour le point 5, et puis peut-être d'autres, mais je ne sais pas, parce que je dis que je mets à la place des citoyens. Non, les citoyens, c'est le jour où on est confronté à la famille, qu'on va frapper à la porte de la commune, et que voilà, là, à ce moment-là, on réfère au règlement. C'est plutôt dans ce contexte-là qu'on s'intéresse vraiment à la matière. Ou bien le jour où quelqu'un veut. Je pense qu'un coup de fil, c'est peut-être plus simple que de commencer à lire. Oui. Voilà. Peut-être on va avertir les entreprises de type. Oui, ça de toute façon, ça il y aura. Et ça de toute façon, il y aura une procédure d'information avec les entreprises, ça c'est clair, parce que la matière a changé également, donc ça les impacte. Et alors ce qui est important aussi, c'est que ce travail a été fait en collaboration avec le référent au niveau de la région wallonne, M. de Florenne, M. Cimetière, comme on dit. Donc on a travaillé en collaboration avec lui et il vient 2 fois par an d'ailleurs au sein de l'administration. Donc on peut adopter ce règlement. Le point suivant, c'est la convention cadre pour les travaux de remplacement et la suppression des luminaires. Thierry. Oui, donc il faut savoir que dans les 10 années à venir, Orez va remplacer tout le parc d'éclairage public. Donc ça sera par 10% de chaque parc de chaque commune par année. Donc ici, bon, on va, au niveau de la commune de Wallin, on va prévoir au budget 21 666 €
hors TVA pour la première phase de remplacement en 2020. Donc c'est une convention entre Orez et la commune. Donc on vous demande en fait de marquer votre accord sur cette convention. Donc au niveau, si vous voulez une petite précision en fait au niveau du financement, donc la financière pure de financement Sofilux s'avance pour lui proposer une aide à l'investissement. C'est-à-dire qu'ils vont proposer une partie d'une enveloppe fermée à taux 0%, donc sur l'investissement annuel, plus une partie à un taux préférentiel par rapport au taux proposé par Orez. Donc, on pourrait dire au niveau financier que ce serait une opération blanche. Donc, chaque année, l'économie d'énergie, parce qu'on va remplacer tout l'éclairage par du LED, l'économie d'énergie apportée par chaque point lumineux, c'est le remboursement de l'emprunt, parce qu'on emprunte en 15 ans. Donc, quand chaque point lumineux sera remboursé, il n'aura pas coûté un franc à la commune, puisque l'économie d'énergie sera suffisante. Donc, on vous demande simplement de marquer votre accord sur cette convention. Voilà, donc c'est bon pour l'environnement et bon pour les finances. Il faut savoir qu'en fait, sur il y a 779 points lumineux à remplacer. Ça ferait 70 par an. Un point lumineux, c'est en fait 440 €. Et Orez prend à sa charge 125 €. C'est son obligation de service public, en fait. Pas de questions? Tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Le point suivant, la charte d'éclairage public. Toujours avec Orez. Donc, ici, nous avons reçu M. de Foucault de chez Orez qui nous propose, en fait, ils ont fait une étude sur les 3 dernières années des réparations apportées au secteur de l'éclairage sur Ouellin. Ils ont fait une moyenne et ils nous proposent un forfait annuel pour toutes les réparations à venir. Donc, il n'y aura plus à demander chacune intervention et facturer. Donc, toutes les opérations seront comprises dans ce forfait. Alors, il a été calculé sur base des 3 dernières années. Et il pourrait être adapté les années suivantes en fonction des réparations à venir, donc réévaluer. Donc on vous demande d'adhérer à cette charte d'éclairage public proposée par la tribunal Orez à 7 pour ses besoins en matière d'entretien et de réparation des dégradations, destruction ou pannes constatées sur les luminaires et câbles d'éclairage public et sur cross-fixation. Et ce à partir du 1er janvier 2020. Pardon. De charger le collège de l'exécution de la présente délibération, de transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle et à l'intercommunal Orez pour disposition à prendre. L'intérêt de cette convention, surtout, si je me permets de compléter, c'est que ça nous évite de chaque fois demander un devis préalable et donc de gagner du temps pour toutes les petites interventions. Tout à fait. C'est un montant forfaitaire. Pas de problème, je suppose? Merci. Encore pour moi. la ligne avec le PEFC. PES. Pas trop long. Ça va pas être simple. Parce que vous avez plein de questions. C'est ça. Et je ne doute pas que l'auditeur en aura également, n'est-ce pas? Donc, la commune de Ouellin à l'agrément PEFC. Il y a eu un audit l'année dernière et l'audit s'est révélé défavorable à notre commune en ce qui concerne le déséquilibre forêt-gibier. J'attire votre attention sur le fait que plusieurs communes ont le même problème que Ouellin. Laverdis, Jeudine, Lidin, Bertry, Bouillon, Marchand-Famenne, Lassogne, Rochefort, Sembleuse. Et il y en a certainement d'autres. Contrairement à ces autres communes, en ce qui concerne Ouellin, l'auditeur nous menace de demander l'arrêt du nourrissage, d'exiger l'arrêt du nourrissage gibier si notre plan n'est pas accepté par le comité d'audit. Donc un premier plan a été rentré, n'a pas donné satisfaction et nous avons retravaillé à de nouvelles propositions qui portent essentiellement sur les actions à 1 an, puisque c'était sur cette partie-là de notre projet que l'auditeur ne donnait pas son accord.
Préalablement à ce nouveau programme d'action à 1 an, nous relevons quand même un point important qui concerne l'interdiction de nourrissage que l'auditeur nous menace de demander. En effet, cet équilibre forêt-grand gibier, d'après la charte 12 du PEFC, dit que, à défaut d'un équilibre, la commune s'engage pour autant qu'elle en ait la maîtrise à réguler les populations de grand gibier. Et là, en ce qui concerne cet article-là, on tient à mettre en exergue le fait que la commune de Ouélin considère qu'elle n'a pas la maîtrise, notamment sur le plan juridique, de prendre les mesures que nous demande de prendre l'auditeur. Pourquoi considérons-nous que nous n'avons pas cette maîtrise? Parce que nous sommes liés par un cahier de charges qui a été, par le bail, qui a été signé avec les chasseurs sous votre législature en 2017. Ce bail prend fin en 2026 et vous comprenez très aisément que les chasseurs n'ont pas envie de modifier ce bail. Il nous est difficile, il nous est impossible, nous, communes, de le modifier de façon unilatérale. Sinon, nous mettons à mal, nous mettons à mal les engagements que nous avons avec les chasseurs. Donc, nous faisons remarquer ce premier point à l'auditeur. Néanmoins, cela ne nous dispense pas d'une série d'actions que nous pouvons prendre. Et nous en avons déjà prises. Nous avons effectué, le bourgmestre et moi, une série de démarches auprès du conseil synergétique. Nous nous sommes concertés avec le DNF de façon à créer un véritable climat de dialogue et de concertation, de façon à pouvoir faire évoluer les choses quand le bail de chasse se terminera, c'est-à-dire en 2026. Nous nous engageons à avoir des contacts réguliers avec les chasseurs pour les rendre attentifs à cette obligation qu'ils ont aussi au travers du bail de chasse de réguler les gibiers sur notre territoire. Vous savez que chaque année, il y a un plan de tir contractuel qui est imposé aux chasseurs et que nous veillerons à ce que ce plan de tir soit respecté. Sinon, nous appliquerons le bail et toutes les clauses qui concernent le non-respect des minima. Nous dirons également aux chasseurs que le non-respect du plan de façon répétée pourrait amener le collège à se constituer partie civile pour préjudice au patrimoine naturel. On fera chaque année des réunions de mise au point du suivi de la gestion qui est mise en place par les chasseurs. Et là, je voudrais ajouter quelque chose qui ne figure pas dans votre document, à savoir que je n'ai pas été très attentive à l'article 33 du bail de chasse, qui nous autorise à faire inventorier, et on le fera, par le service forestier local, les dégâts qui seraient occasionnés à la végétation de chaque lot et à réclamer des indemnités. Donc, il faudra que l'on ajoute ça. On va, pour pouvoir objectiver nos discussions avec les chasseurs, faire élaborer un bilan financier de la surdensité du gibier par rapport à son impact sur la forêt. On va, parce qu'on estime que des mesures locales en ce qui concerne la régulation du gibier
et en ce qui concerne le nourrissage n'ont pas de sens sur un plan local. Prendre contact avec le ministre qui a la chasse dans ses attributions pour lui demander de prendre les mesures qui sont nécessaires, mais qu'il le fasse sur un plan wallon. Ça n'a pas de sens de le faire que sur le seul territoire de la commune de Ouélan. On va adresser également un courrier au conseil synégétique pour leur demander de nous inviter aux réunions et d'y associer les acteurs du monde rural, agriculteurs, les représentants de la forêt privée, les représentants de l'exploitation forestière. On va faire en sorte d'interagir avec ces conseils synégétiques en nous demandant de nous réunir toutes les communes qui sont concernées par le déséquilibre forêt-gibier pour avoir une action sur le massif. Et enfin, on prendra contact avec des communes qui mènent actuellement ou qui sont censées mener, parce que ça, on n'en connaît pas encore, des démarches participatives liées à la forêt. Et si ce type de démarche influe favorablement sur le déséquilibre forêt-gibier, on décidera de mener ce type de démarche sur notre territoire. Voilà. Question. Oui. Remarque. Voilà, je ne sais pas spécialement des questions, c'est des réflexions. On est déjà un peu plus rassuré par rapport à l'explication, même si on n'est pas complètement rassuré, parce que vous avez observé que les négociations avec les personnes qu'on vient de citer, c'est pas simple. Hein, donc ça, vous allez observer que les réunions de concertation, ça va être tendu. Voilà, après ça, c'est à vous à gérer. Moi, un bref rappel, hein, quand même que vous sachiez qu'en 2010, la certification PEFC a été suspendue suite au déséquilibre forêt-gibier. Peut-être vous vous rappelez, vous avez fait un point sur la commune, on avait toute la presse nationale qui était présente, et je vous voudrais quand même signaler que des actions concrètes ont été menées à bien pour récupérer la certification en 2010, alors que l'allocation de bail était en 2008. Donc le cahier des charges a été modifié à cette période-là. Donc de dire que c'était impossible, cette année peut-être vite en besogne. Et ben, je ne vais pas demande pas me contredire puisqu'il était au collège à cette période-là. Donc il connaît bien le dossier. Comme tu l'as rappelé, Nadine, depuis plusieurs mois, la commune est à nouveau en difficulté par rapport à cette certification, qui est important pour la bonne image de notre territoire, mais c'est également indispensable pour une gestion durable de la forêt qui sera transmise aux générations futures. Il est à signaler, et ça vous a été rappelé, que le premier plan d'action proposé par le collège début 2009 a été rejeté car il était insuffisant aux yeux du PFC. Dans votre deuxième proposition, moi j'ai trois remarques. Un, on sent clairement, depuis la semaine aussi, Nadine, on sent clairement la pression des chasseurs. Deux, on remarque a priori dans un premier temps, la majorité ne préconise pas l'interdiction du nourrissage dissuasif, alors que la commune voisine de la Verdis l'a fait depuis un certain temps. Mais ce qui me rassure, c'est que vous allez en tout cas réunir les communes du massif pour essayer d'avoir une politique identique. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant de pouvoir être à plusieurs pour... C'est la seule voie possible. Je pense que c'est une voie indispensable. Donc ça me rassure. C'est pour ça que je dis que ça me rassurait dans ce point-là. Et alors, nous, on voit quand même que vous reportez des actions concrètes. Vous avez des actions locales, de conservation, etc. J'ai des doutes. Des actions concrètes pour 2026. Enfin, location de bail. Et alors, moi, simplement, la question que je pose, c'est que on veut savoir concrètement par rapport à la majorité communale si elle privilégie les rentrées financières sur du court terme à la poursuite de la gestion de nos forêts sur le long terme avec le maintien de la certification PEFC. Quel est le souhait du collège et de la majorité par rapport à cette certification PEFC? Moi, c'est les remarques que j'ai à faire et la question va bien question. Nadine, tu veux répondre? Oui. Je faut. Répondre qu'on ne
ne veut pas poursuivre dans la voie de nos engagements PEFC serait tout à fait absurde, non seulement absurde, mais contraire à l'intérêt même de la forêt. Néanmoins, ce qui n'est pas admissible, c'est la menace du PEFC, et d'ailleurs le bourgmestre va faire demander, lorsqu'on va envoyer le plan d'action, à ce qu'on puisse rencontrer le PEFC, parce que vraiment, et quand on parle tant au DNF qu'à d'autres personnes qui s'intéressent à la forêt, il est impossible d'avoir une action sur la régulation du gibier et sur l'équilibre de la forêt gibier qui ne serait qu'une action à l'échelle locale. Tant que le DNF, les chasseurs, n'entament pas ce processus de dialogue avec les communes, qui sont quand même ici prises finalement en tenaille entre, d'une part, les engagements PEFC et les accords, ou pas accords, entre DNF et chasseurs. On a très peu de marge de manœuvre. On n'en a même aucune. À moins, mais non. On ne peut pas agir localement, ça n'a pas de sens, sauf s'il y a concertation entre toutes les communes d'un même massif. Le gibier ne s'arrête pas aux frontières de la commune. Quand un plan de tir n'est pas respecté dans une commune, on se rend compte que dans la commune adjacente, on dépasse le plan de tir qui est imposé. C'est normal puisque le gibier va d'une commune à l'autre. Donc, s'il n'y a pas de concertation concernant les plans de tir contractuels de chaque commune, si la somme de ces plans de tir contractuels n'équivaut pas au plan de tir légal qui est imposé au conseil synergétique, s'il n'y a pas une politique plus large de dissuasion du nourrissage, on ne pourra pas résoudre à l'échelle d'une commune cette problématique. Nous en sommes convaincus. On l'a fait en 2010. Mais vous n'avez rien réglé, puisque depuis 2010, et l'auditeur le fait remarquer, on n'est jamais parvenu à revenir à une population de gibier. Mais non. Après 2010. Ben, un an. Et puis ça n'a pas duré. Ils reviennent seulement maintenant. Mais non. Enfin, ils reviennent seulement maintenant parce qu'ils font seulement l'audit maintenant. Ce n'est que ça. Bon, si je pouvais compléter. Concertation n'est pas simple, donc là oui, on est bien d'accord, c'est un dossier compliqué où chacun tire la couverture de son côté, voire évidemment à son angle de vue. Toujours est-il que nous on essaye d'instaurer un climat de dialogue, Nadine l'a bien dit, et aussi bien avec les chasseurs qu'avec le PEFC, et nous allons demander effectivement à ce que le PEFC soit reçu par le collège, on se déplacera s'il faut à Bruxelles. Mais moi, je tiens absolument à leur expliquer la situation de vive voix, parce que c'est bien d'en haut de venir avec des obligations, mais il faut que ça tienne la route. Et notamment, ça doit aussi juridiquement tenir la route. Nous, on est tenu par un cadre. Le cadre, c'est quoi? C'est le cadre légal, le décret qui réglemente la problématique du nourrissage. On est tenu également par le cadre contractuel et le cahier des charges. J'ai parlé du cahier des charges 2010, mais le cahier des charges actuellement en cours, c'est celui qui a été adopté en 2017. C'est-à-dire, c'était vous, Bruno. Donc c'est vous qui avez adopté ce cahier des charges. Donc nous, on hérite de cette situation. Et je ne vous en fais pas grief, parce que je l'ai voté aussi. Mais ce que je voulais dire, en 2008, on a changé le cahier des charges en 2010. Le cahier des charges était de
2008 à 2017. Tout à fait. Et quand Oui. on a été suspendu du PFC, les charges ont été modifiées en 2010. C'est pour ça que je dis, Oui. il ne faut pas dire que c'était impossible, mais je ne dis pas qu'il faut le faire. Oui. Il dit que c'était impossible. Non, tout à fait, mais le rapport n'était pas exactement le Oui, même. oui, c'est pas Le la même rapport chose. n'était pas le même. Et il a été changé par rapport à la problématique des clôtures. Et on a simplement anticipé d'1 an le rabaissement des clôtures. À l'époque, c'est moi qui fais le plan d'action, je le dis franchement, tu l'as dit, le dossier je le connaissais bien de l'époque. Et par rapport au nourrissage, parce que c'est vraiment le point central ici souhaité par le PFC, à l'époque, ce que le PFC souhaitait, c'était les clôtures. C'était vraiment ça qui est en ligne de mire. Et effectivement, on a pu obtenir l'enlèvement des clôtures progressif sur une période de 3 ans, mais c'était déjà prévu en cahier des charges en réalité. C'était déjà prévu. Donc on a simplement anticipé de 1 an. Et donc ça, les chasseurs, ils ont accepté. Parce qu'ils savaient de toute façon qu'ils allaient passer. Tandis qu'ici, maintenant, ce qui est en ligne de mire, c'est le nourrissage. Et le nourrissage, pour moi, on n'a pas de marge de manœuvre. Parce que le cahier des charges est très clair, il dit qu'il faut s'en référer au décret. Et le décret, ici c'est pas le Parlement wallon, ici c'est la commune de Ouélin, et donc on n'a pas le pouvoir de changer à notre niveau les règles concernant le nourrissage. Et ce serait d'autant plus absurde de le faire au niveau de la commune, que la commune elle est propriétaire de 2500 hectares de bois sur 4500, ça veut dire qu'il y a encore 2000 hectares de bois privés, plus toutes les communes avoisinantes. Et donc si on interdit le nourrissage sur notre territoire, il y a encore 2000 hectares où il sera permis, et ils ne vont pas s'en priver, les propriétaires privés, de pratiquer le nourrissage. Et donc, ça ne sert à rien, c'est inefficace d'interdire sur notre territoire, alors que partout ailleurs, sur une parcelle enclavée en plein milieu du territoire communal, il y a un point de nourrissage. Ça ne sert à rien de l'interdire. Je suis Voilà. d'accord avec tout ce que Donc tu il y a un dis. problème que juridiquement on ne peut pas. On n'a pas la compétence non plus, et ce serait inefficace. Donc ça doit vraiment être imposé au niveau du global, au niveau de la région wallonne. C'est pour la raison pour laquelle une de nos actions à court terme est de faire une sorte de lobbying auprès du Parlement wallon et du gouvernement wallon pour qu'il réglemente la matière au mieux de l'équilibre forêt-gibier. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre cette mesure aujourd'hui à notre niveau et qu'on reporte éventuellement ce point-là dans le prochain cahier des charges d'ici 2026, pas d'ici 2024. 26, oui. D'ici 2026. Ouais. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à ajouter? Oui, qu'est-ce qu'on privilégie, court terme ou long terme? On privilégie l'équilibre. Voilà, c'est un petit peu ça, l'équilibre forêt-gibier. Donc évidemment qu'il y a des intérêts économiques à court terme et qu'on ne peut pas non plus s'en priver, mais évidemment aussi que c'est important de préserver notre patrimoine et notre capital forêt. Donc il faut trouver l'équilibre en toutes les fonctions de la forêt. Et c'est aussi les fonctions touristiques, c'est aussi les fonctions de l'industrie du bois, la forêt. Et on s'en réfère à l'expertise d'ailleurs du DNF, parce que ce plan il a été fait également en collaboration et en dialogue avec le DNF. Et je pense qu'il n'y a pas une feuille de cicatrice de papier, comme on dit, de différence entre le DNF et nous. Je crois qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde que nous. Oui, je suppose que le plan d'action va être envoyé au PFC pour un tout de toute manière. Ah oui, non. Mais on est inquiet aussi, on n'est pas sûr que ça va passer. Ouais, Non. mais, Enfin, voilà, nous en tout cas, au début, on est assez satisfait de la réponse du collège. On pensait s'abstenir, on va voter pour, mais on est inquiet aussi. Oui, mais on n'est pas très on est conscient. tous, mais nous on aussi, est tous non plus. inquiets. On n'est pas très Par conscient par rapport à la. Non. Mais comme là-dessus, notre marge de manœuvre, Bruno, je te fais une petite remarque par rapport à ta remarque. Est-ce qu'on privilégie le court terme ou l'avenir? Les retours de trois court terme ou bien l'avenir? Il faut savoir que moi, je remarque quand même que la forêt se régénère. On crie au loup maintenant, là, parce qu'on disait l'équilibre forêt-gibier. Je remarque quand même, parce que je la fréquente, la forêt, quelque part. Depuis quelques années, je vois quand même que ça se régénère vachement. Il y a quand même quelque chose qui évolue. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ils veulent absolument, je ne sais pas, il y a un problème au niveau du PFC, pourquoi? Parce qu'il y a quand même une évolution au niveau de la régénération. Donc l'avenir n'est pas compromis. Il est plus compromis par les problèmes climatiques que par l'équilibre. Mais il y a une surpopulation Oui, de sangliers, d'accord, c'est incontestable. Et par rapport à avant, c'est moins.
Je ne crois pas. Le cervidé. Cervidé, mais pas le sanglier. Hein. C'est Oui, fois il y a 3 des la raisons, population de sanglier. Hein. Non, non. Il y a aussi des gagnages de mieux et tout ça qui ont été mis en place. Donc. Ouais. Moi, je me suis renseigné auprès de gens qui travaillent dans la voilà, tu as le droit d'avoir un avis, pas spécialement le même avis que toi. Oui, c'est fort partagé en fait. Hein. Oui, c'est des thématiques qui sont très passionnelles. Qui tu sollicites, hein? Oui. C'est ce que j'ai dit, chacun son point de vue. Hein. Chacun son point de vue. Mais beaucoup s'accordent à dire qu'il faut agir de façon concertée. Et voilà, je ne sais pas si on y arrivera. Tu verras que c'est compliqué avec les gens, les acteurs. Sûrement. Mais parce qu'il y a des enjeux financiers. C'est Il y a clair. des enjeux financiers. Ouais. C'est toujours compliqué de trouver des arrangements. Mais la concertation, c'est aussi entre communes du massif qu'il faut l'avoir. C'est pas seulement avec les chasseurs, c'est avec les autres communes. On doit avoir le même, la même vision, le même objectif. Hein? Mais il faut bien être conscient aussi que le collège n'est soumis à aucune pression. Je veux dire, il n'y a aucun chasseur comme nous, il n'y a pas un environnementaliste, on est vraiment très libre par rapport au dossier. Voilà. Mais en tout cas, dans ce qui a été fait, il n'y a pas eu de pression des chasseurs qu'on en arrive à avoir ce plan-là. Pas du tout. Est-ce qu'on peut adopter le plan? Il y a quelque chose que j'ai eu à l'autre niveau, Autrement, il y a l'excellent blog d'OLN qui nous espionne. Et on est filmé. Oui. Pour autant, ça fonctionne. parfois, Tellement souvent que ça ne perturbe pas. Le bloc. Ça arrive parfois. Voilà, on peut accepter donc ce plan et l'adopter. Je vous remercie. Le point 16. Ici, c'est une révision, une rectification plutôt d'une erreur matérielle concernant le PCAR, donc le plan communal d'aménagement révisionnel de la zone d'activité économique à Alma, où Idelux, donc qui est porteur de ce projet, s'était trompé dans la cartographie et avait intégré, s'était trompé dans une affectation d'une zone. Il s'agit simplement de rectifier. Donc voilà, tout le monde sera d'accord ici. Et c'est d'ailleurs un dossier que l'on suit de près également et qui doit avancer. Je vous remercie. Le point 17 concerne la convention de partenariat entre Sivadis et la commune de Ouélin. Donc là, c'est un avenant. Sivadis étant donc notre partenaire informatique. Vous connaissez tous le RGPD qui est rentré en vigueur le 1er mai 2018. Et donc, la Sivadis, qui est donc notre partenaire informatique, nous demande de signer une convention pour se conformer au RGPD. Pas de problème, j'imagine. Merci. Le point suivant, c'est concernant l'aménagement d'un espace de convivialité intergénérationnel ici devant. Donc, vous vous rappelez qu'on a, lors d'un précédent conseil, on vous a présenté le projet C'est ma réalité qui avait été retenu dans le cadre de l'appel à projet. Donc, retenu avec une subvention de 15 000 €. Et donc, le projet qui avait été présenté, c'était d'équiper le jardin ici d'Abundia de différents appareils de fitness extérieur. Et donc, ici, c'est le cahier des charges pour mettre en œuvre ce projet. Donc, c'est un cahier des charges qui est divisé en 3 lots. Il y a un premier lot qui concerne les appareils de fitness, donc si vous avez vu, il y a des petits dessins dedans. Donc on a 7 appareils au total qui peuvent concerner différents types de publics, puisqu'il y a plusieurs appareils qui sont destinés aux personnes âgées ou même aux personnes à mobilité réduite, et d'autres appareils qui sont plus classiques, comme une salle de sport, vélo elliptique, un rameur, etc. Donc ces appareils ont été sélectionnés par Quentin, donc le gestionnaire du pôle, pour avoir une diversité et travailler dans l'intergénérationnel. Donc le premier lot porte sur les appareils, le deuxième lot sur le matériel, les matériaux qui sont nécessaires pour leur mise en œuvre. Donc le lot 1
concernera uniquement les fournitures et les appareils seront installés par le personnel communal. Donc le lot 2 concerne des pavés, des bordures, le stabiliser, tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre. Et le lot 3 concerne des aménagements complémentaires qui avaient été aussi listés dans l'appel à projet, qui sont des bancs et des poubelles en complément. Donc c'est un cahier des charges en 3 lots pour un total estimé de 21 000 euros, 20 999 euros TVA comprise. Donc on vous propose ici d'approuver le cahier des charges, la procédure qui serait une procédure négociée sans publicité préalable puisque les seuils le permettent. Et voilà, et préciser que ce sera subsidié à compétence de 15 000 euros dans le cadre de l'appel à projet. Question? On a déjà un exemple aussi d'inclusion de la personne en situation de handicap, parce qu'il y a du matériel qui sera adapté, donc c'est déjà vraiment dedans. Merci Thérèse. On passe par au vote, j'imagine que tout le monde est d'accord sur le point. L'ordre du jour, oui, une question? Deux petites questions par rapport à des activités qui sont déroulées ce week-end. Oui. On a été surpris de ne pas recevoir d'invitation pour la fête des jubilaires samedi. Je suis surpris que vous n'en ayez pas reçu. Effectivement, je me suis posé la question parce que Moi je l'avais noté à l'agenda parce que je l'avais dit, mais personne de l'opposition n'était présent et donc ça m'a un peu interpellé. Et donc j'ai posé la question à Dominique, à la gestionnaire du dossier Romantaine, qui m'a affirmé, certifié qu'elle avait bien envoyé des invitations à tous les membres du conseil communal. Et le conseiller CPA. On l'a eu peut-être tôt, on l'a eu tôt, donc peut-être. Non, nous on n'a pas reçu. Et d'autre part, je pense que c'était évoqué également au conseil consultatif des élus. Mais justement, le jour de la On a CCCA, parlé de l'organisation. on n'était pas invité, c'était uniquement le collège. Donc voilà, il y a peut-être une erreur administrative. C'est pas dramatique. En tout cas, l'information qui m'était donnée samedi était celle-là. On n'a pas reçu l'invitation. Oui. Et deuxième chose, Et le courrier était signé. je voulais simplement voir un petit état des lieux de la journée qu'il y a eu dimanche. Je n'ai pas su qu'il y avait des pas disponibles. Voir si ça fait, est-ce que c'était une activité touristique et sportive. Oui. En tout cas, le matin n'a pas été terrible, enfin, ni que complètera. Donc au niveau de l'activité sportive, donc, il y a eu des activités, les clubs qui venaient présenter entre 10h et 10h du matin et 17h. Je pense qu'il y a eu peu de membres extérieurs. Donc l'idée c'était que chaque club puisse attirer de nouveaux publics, de nouveaux adhérents, ce qui n'a pas été vraiment le cas. C'était plutôt chaque fois déjà des adhérents du club qui venaient faire des démonstrations ou essayer. Donc il n'y a pas eu vraiment le public escompté. Et par rapport à la journée, à l'après-midi vélo, donc là on a une cinquantaine de cyclistes, ce qui est à peu près le même nombre que l'année dernière, mais beaucoup moins que l'année précédente où on avait une centaine de personnes. Donc on constate là aussi qu'il y a un essoufflement, il y a de moins en moins de monde. Donc voilà, on va peut-être réfléchir l'année prochaine à faire d'autres types d'activités. Est-ce qu'il y a une lassitude à force de faire? C'est quand même la 5e année, je pense, que c'est organisé. Est-ce qu'il y a peut-être une lassitude voilà. Mais on constate qu'il y a quand même une chute de fréquentation. Et donc il est possible qu'on C'est pas la première fois qu'on faisait le dimanche. Oui, c'est ça. Oui. Et le dimanche matin, à mon avis, c'est un mauvais créneau. Est-ce que les gens sont à la messe ou à l'élève? Je ne sais pas. Voilà, c'était juste Voilà. Et donc au niveau des activités sportives, Quentin a déjà fait le bilan des idées pour l'année prochaine. Voilà, peut-être faire ça sous forme de concours pour stimuler les différents clubs, de rassembler sur une demi-journée plutôt qu'une journée. On va faire vraiment des briefings, mais la formule là, telle qu'elle a été présentée cette année-ci, n'a pas attiré le fou. C'est l'infrastructure, parce que la communication était vraiment la communication, c'est vraiment écoute, il y a eu des affiches, il y a eu des flyers, il y a eu un événement Facebook sur le site de l'Office du Tourisme, sur le site du Hall. Voilà, après. Mais je sais, mais la communication, c'est très compliqué. Voilà,
aussi dans On en parlera plus tard. dans les activités trimestrielles. Donc... Voilà, eh bien, je remercie le public et nous allons passer à huis clos. Bonne soirée. Merci beaucoup.